Docteur, bonjour. Bonjour, encore une fois, désolé pour les désagréments qu'on a eus tout à l'heure. J'espère que le thème fera que les gens se sentiraient à l'aise malgré le temps perdu. Vraiment, namasté à vous tous. Je suis désolé, encore une fois. Donc, le micro est à vous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire par ce thème, bien grandir et vieillir bien malgré les malaisances imposées? J'entendais une belle musique, une belle chanson nigériane, Running to You. Si, comme Roger Amana était là, il pouvait encore expliquer un peu. Vers la fin, je vous dirai exactement pourquoi j'avais demandé cette chanson, parce que, quoi qu'il en soit, nous avons la possibilité de grandir. Quoi qu'il en soit, nous avons la possibilité aujourd'hui de grandir et de vieillir. Quand je dis de grandir et de vieillir, je tiens compte des enfants, des fœtus, des enfants, des jeunes, pardon, des adolescents, des jeunes, des adultes, et puis que les gens aient la chance d'avoir la vieillesse. Quoi qu'il en soit. C'est ce que je voulais dire, mais vous savez que dans le développement, j'essaye toujours, dans la mesure du possible, rendre les choses simples pour que la compréhension soit terre à terre pour tout le monde. Personne ne va à l'école pour apprendre à manger. Donc, normalement, personne ne doit aller à l'école pour apprendre à se soigner. Si on mangeait normalement. Mais aujourd'hui, tout a été floué, voilé, et c'est difficile. Mais malgré ces difficultés, nous devons pouvoir grandir et vieillir, malgré tout. Alors, d'entrée, vous savez l'essence de la vie. Vous savez l'essentiel de la vie. Je suis sûr que tous ceux qui sont connectés connaissent les malaisances. Quoique ce mot ait été inventé par moi, j'ai pris le temps de vous l'expliquer. Au lieu de parler de maladie, il faut plutôt parler de malaisance. Maintenant, vous comprenez la vie, que ce soit en urgence, de façon aiguë ou de façon traînante ou chronique. Vous savez, vous connaissez la clé de la vie. Et maintenant que vous avez la clé, vous connaissez la clé, vous savez ce que vous devez faire? Malgré la jungle, malgré la méchanceté, le cynisme d'une supposée intelligence humaine, nous devons pérenniser la vie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons la chance d'avoir AIM. Nous avons la chance que un certain shérif Gungu soit parti chercher les produits AIM pour nous et que la société philippine ait choisi de s'installer dans les pays d'Afrique francophone pour nous aider à grandir et à vieillir. Quoi qu'il en soit, quels que soient les poisons qu'on met dans nos aliments. La preuve, je ne sais pas si AIM a perdu un seul client à cause du Covid. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, c'est ce sur quoi nous allons insister pour que les gens comprennent que avec AIM, on a toutes les chances. La chanson disait, je vais laisser la place un peu après à Roger Amana de nous traduire ça exactement, mais la chanson disait Anybody way won't fight you, let them come, they already know. I will ride beside you like the wall of Jericho. They don't know, they don't know, they don't know what's going on. Munagiso, 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 my baby boo. I will be soldier for you. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you.
and you don't need to guide me to. I will be right beside you in anything that you do. And if you ever need saving, I will be running to you, running to you. I will be running to you. Ça dit tout simplement, si je dois résumer la pensée, quels que soient les poisons qu'on vous mettra, quels que soient les problèmes que vous allez rencontrer, quelle que soit la maladie que vous allez rencontrer, les malaisances, on va courir vers IEM. We will be running to IEM. Parce que IEM est là pour nous protéger contre tout. Merci la réalisation. I'll be right beside you. Like the wall of Jericho. They don't know what's going on. Munagiso veut dire, je suis à toi. I'm getting better in Kung Fu. You should know I got you. And you don't need to get me too. I'll be right beside you in anything that you do. If you ever need saving, I will be running to you, running to you. I'll be running to you, running to you. Voilà. Merci vous avez compris. C'est bien. Ok, vous avez compris. Vous avez vraiment compris. Mais maintenant que vous avez tellement bien compris ce qu'est la santé, et parmi vous, il y a des génies. Alors, imaginez qu'on nomme quelqu'un ministre de la Santé et qu'on lui demande de créer des services d'urgence pour la santé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Je reprends la question. Vous savez très bien ce qu'est la vie, ce qu'est l'essence de la vie, ce qu'est la mort, ce qui est l'essentiel. Vous avez tout compris. Vous savez comment on tombe malade. Maintenant, vous savez ce qu'est l'urgence aussi. Et on vous nomme. On vous donne la possibilité de créer des salles de réanimation, des salles d'urgence. Qu'est-ce que vous devez disposer dans cette salle d'urgence? Eh bien, la salle, nous sommes vraiment près d'une centaine dans la salle. Nous pouvons répondre à la question du docteur. Vous venez d'être nommé ministre de la Santé et qu'on vous demande d'installer une salle. Des salles d'urgence dans tout le pays. D'urgence de réanimation. Oui. Ce que vous devez forcément disposer dans les salles d'urgence. Eh bien, vous pouvez envoyer votre réponse par écrit ou bien vous levez la main, on vous donne la parole et vous intervenez oralement. Donc, le clavier est à vous. Envoyez vos réponses rapidement. Vous pouvez intervenir oralement. Levez seulement la main dans le micro. Il y a déjà des réponses qui sont là. Il y a Marie-Louise qui dit des anticoagulants et de l'oxygène. Il y a Lothier Daniel Aoui qui dit dans la salle, il faut des anticoagulants, des compléments alimentaires. Voilà, c'est ça. Et je crois qu'il y a d'autres questions, d'autres réponses qui sont en route. Donc, c'est ça. Marie qui dit des anticoagulants. Et puis, Lothier Daniel qui dit aussi, dans la salle, il faut des anticoagulants, des compléments alimentaires. Il y a Tida Touré qui dit oxygène et anticoagulants. Il y a Rich Sossou qui dit anticoagulants et l'oxygène. Il y a HSM qui dit des salles d'oxygénation. Vous voyez que ce n'est pas aussi compliqué que ça. Si vous avez pu comprendre, comment vous pouvez comprendre que lorsqu'il y a des urgences, on manque d'oxygène?
on manque d'anticoagulants. Comment vous pouvez comprendre? C'est par ignorance ou par incompétence. Ce que vous avez dit là, c'est exactement ce qu'il faut avoir. On ne peut pas avoir une salle d'urgence sans oxygène, qui manque d'oxygène. Mais vous savez que dans nos pays, il en a manqué. On ne peut pas avoir une salle d'urgence sans anticoagulants. Vous avez compris les choses maintenant? Maintenant, chez nous, en Afrique, c'est un très grand problème qui est là. Je vais taire le nom de la clinique ou bien de l'hôpital. C'était la semaine passée, il y a un cousin là qui était souffrant, on l'a amené là-bas, il lui faut de l'oxygène. Mais on était allé là-bas, on n'a pas trouvé de l'oxygène. On s'était promené et c'est dans une autre clinique quelque part qu'on l'avait amené. Vous voyez, ce n'est pas aussi compliqué. Les gens sont d'une incompétence notoire et ont une anticipation nulle. Parce que urgence veut dire oxygène à gogo, anticoagulant à portée, et prendre des voies pour stabiliser la circulation sanguine. Et ça, est-ce que c'est compliqué? On peut aller plus loin, dire il faut disposer du sang aussi, oui. Et vous savez, les transfusions sanguines sont ce qu'il y a de plus. Mais vous avez compris maintenant que ce n'est pas pour autant le sang, mais c'est les anticoagulants qu'il faut disposer. Nous avons nos salles de réanimation, nos salles de soins intensifs qui n'ont pas d'oxygène et qui n'ont pas d'anticoagulants parce que les médecins ne sont pas formés dans les détails pour ça. Or, c'est la première réaction qu'il faut avoir. En aigu, en urgence, oui. Et c'est ce qui se fait. Des fois, même on déplace des ambulances qui n'ont pas d'oxygène. Et je ne sais pas quelle est la différence entre une ambulance sans oxygène et un taxi de rue. Puisque nos routes même ne sont pas des routes d'évacuation. Mais, docteur, vous êtes allé très loin. Dans nos pays aujourd'hui, c'est avec tricycle qu'on fait l'ambulance. Hein? Eh ben, c'est-à-dire c'est bête. Excuse-moi le mot, c'est bête. Que des médecins, des professeurs de médecine soient dans un pays et qu'on ait une armée qui ne sert à rien, qui est là juste pour combattre la population. Il n'y a pas d'ennemis, on combat la population. Et on a des équipements, on a des hélicoptères et autres, et on fait des évacuations avec des tricycles. Quand même. Le tricycle a été offert par un personnage du milieu, un honorable du milieu, et c'est ça, il a donné comme ambulance pour offrir des tricycles pour évacuer les gens, honnêtement, hein, c'est insulter l'intelligence humaine. Merci. Insulter l'intelligence humaine. La personne même qui offre les tricycles, lui-même, il est normal? Dites-moi. Vous prenez une femme. Heureusement, j'espère que mon confrère, le gynécologue de la fois dernière, le docteur Amadou, est en ligne. Une femme qui a un hématome rétroplacentaire, qui saigne, et on doit l'évacuer. Vous amenez un tricycle, c'est directement au cimetière. C'est directement au cimetière. Hein, si on prenait les tricycles pour faire des corbillards avec, on comprend. Si les tricycles servaient de corbillards, on comprend. Mais prendre les tricycles pour évacuer des gens en urgence, oh Dieu! Et vous voulez qu'on vous respecte? Regardez la fois dernière, c'était hier. On les a ramassés dans des bus comme des moutons, alors que les autres venaient en véhicule particulier. On ne peut que nous insulter. On ne peut que nous insulter. Les Occidentaux ne sont pas plus intelligents que nous. D'ailleurs, ils sont plus tarés que nous. Il faut les frotter pour savoir qu'ils ne sont pas meilleurs à nous. Ils ne sont pas meilleurs à nous. Mais, voilà, j'essaye de vous aider ici
à prendre conscience des réalités. Et si vous avez des frères ou des parents qui sont des autorités et qui doivent prendre des décisions, il faut les avertir, il faut les alerter, il faut leur faire comprendre que la vie ne dépend que de l'oxygène et de la circulation sanguine. C'est tout. Et dans un pays, si on doit sauver des vies en urgence, il faut avoir ces deux choses-là. Mais vous voyez, nos routes ne sont pas des routes. Nos routes ne sont pas des routes. Les véhicules les plus adaptés à nos routes sont des véhicules militaires. Nous avons une armée. Si on vous demande de confier les urgences à un corps organisé, qu'est-ce que vous allez faire? Si on vous demandait de confier comment l'appelle-t-on, les urgences à un corps organisé, qu'est-ce que vous allez faire? Parce qu'il faut disposer des salles d'urgence, c'est vrai, mais il faut savoir transporter les gens en urgence aussi. Normalement, dans un pays censé réfléchir, les urgences doivent être confiées seulement à qui? À quel corps organisé? Les corps les plus organisés chez nous, c'est quoi? C'est quel corps? Les gens vont vous dire le corps médical, oui, mais là. Hein, le corps médical, c'est un fourre-tout. Hein? À quel corps organisé, bien organisé, il faut confier les urgences? Eh bien, à quel corps organisé, bien organisé, à qui on peut confier les urgences? Donc, à vous le micro, allez-y. Parce que dans les urgences, il faut sauver en urgence, transporter dans les meilleures conditions et amener ça dans les salles équipées pour. Il y a déjà des réponses qui sont là. Il y a Marie-Louise qui dit les militaires, il y a Maïkele qui dit armée, il y a Fabrice qui dit les militaires, il y a Jiré qui dit l'armée, il y a Lotier qui dit les sapeurs-pompiers, il y a Ange Apovo qui dit le corps armé. Vous voyez, le seul corps organisé pour des mauvaises choses est le seul corps organisé qu'on peut utiliser pour les vraies bonnes choses. Le seul corps organisé pour ça, dans nos pays, doit être quoi? L'armée. Ça veut dire que le service d'urgence, les services d'urgence doivent être des services de souveraineté confiés à l'armée. Que ce soit les infirmiers, les médecins, les anesthésistes et tout. Ce corps-là, c'est-à-dire, doit être confié carrément à l'armée. Carrément à l'armée. Parce que l'armée est équipée à tout pour. Et ils ont des hélicoptères qui brûlent du carburant pour rien. Au moins, ça servirait à sauver des vies. Vous voyez? J'ai juste voulu faire cette entame pour vous montrer que dès que vous comprenez la santé, gérer la santé, sauver des vies devient facile. Très facile. Disposer de l'oxygène, disposer des anticoagulants, avoir du sang à disposition et puis avoir des moyens de transport non risqués pour sauver des vies. Ça, c'est dans les urgences. Mais heureusement, on n'a pas les urgences tout le temps. Mais tout le monde peut rentrer en urgence. Heureusement, les urgences sont une infime partie des soins à prodiguer.
C'est pas pour ça qu'il faut négliger les urgences. Et je le dis, vous le comprenez très bien maintenant, on ne peut pas gérer les urgences sans l'armée. Dans nos pays, ce n'est pas la peine. Et c'est une insulte. Hein, ceux qui ont donné des tricycles pour aller ramasser des gens en urgence malades, c'est une insulte à leur intelligence et une insulte à leur pays. Ça ne devrait pas se faire. Bon, passons. Le thème d'aujourd'hui, je vous le dis, vous allez voir que ceux qui ont offert ces tricycles et autres croient bien faire, parce qu'ils se disent qu'il y a le pire chez eux. Il y a le pire. Si on leur interdit d'être évacués, on leur interdit, s'ils doivent s'évacuer, de démissionner. Si on leur demandait s'ils doivent s'évacuer pour se soigner ailleurs, de démissionner, vous verrez qu'ils trouveront les moyens pour régler le problème. Seulement, nos assemblées sont des assemblées d'acclamation et de clameurs. Ils ne servent à rien du tout, parce qu'il y a trop d'illettrés. Être lettré ne veut pas dire être intelligent, hein, parce que ceux qui ont offert les tricycles sont des lettrés. Mais leur intelligence, vous pouvez la noter. Il va falloir que les gens comprennent que les urgences attendent tout le monde et que nous devons tous nous battre pour le meilleur. Mais aujourd'hui, le thème n'est pas pour traiter les urgences. Nous savons tous que nous sommes malades parce que nous mangeons mal. Nous sommes tous malades parce que nous mangeons mal. Pendant que nous étions fœtus, nos mamans mangent mal. On naît, on mange comme nos mamans. On grandit comme nos mamans et on meurt comme nos mamans. Peut-être des fois, très tôt, parfois, un peu tard pour certains. Parce que les gens croient que mourir à 70 ans, c'est mourir vieux. Malheureusement, c'est à partir de 70 ans qu'on devient jeune. Et le système est fait pour assassiner les gens à partir de 60 ans. Donc, vous comprenez très bien. Qui peut me donner un exemple qui explique clairement que notre vie dépend que de l'alimentation? Que nos maladies ne dépendent que de l'alimentation aussi. Qui peut me donner un exemple terre à terre? Un exemple terre à terre pour lui faire comprendre que l'alimentation, notre santé dépend de l'alimentation. Eh bien, vous avez le micro, levez la main, on vous donne le micro, ou bien vous envoyez carrément votre réponse par écrit. Ouais. Un exemple terre à terre pour nous dire que notre santé dépend de l'alimentation. Eh bien, nous sommes très nombreux, 77 participants dans la salle. Nous sommes 77 dans la salle. Vous pouvez répondre par écrit ou bien vous levez la main, on vous donne la parole. Un exemple terre à terre pour nous dire que notre santé dépend de l'alimentation. Eh bien, la salle, réagissez très vite. Il y a le temps qui passe. On a déjà gâché 30 minutes comme ça en l'air. Oui. Donc, réagissez. Toutes mes excuses pour le temps perdu parce que c'est des aléas de mon ordinateur. Je n'ai jamais rencontré ça. Je suis désolé. Oui, j'en suis vraiment désolé. C'est la technologie, ça réserve des fois des surprises vraiment désagréables. C'est la technologie. Donc, ça, là, on ne va pas. Ouais, bon, il y a Dior qui dit si on ne s'alimente pas un bon moment, on meurt. Il y a Théophile Sambiani qui dit à la création, Dieu a placé Adam et Ève dans le jardin, donc littéralement à conclure, c'est l'alimentation qui soigne l'homme. Il y a Marie-Louise qui dit ceci. Si une personne fait grève de la faim, elle meurt au bout de quelques temps. Bon, reprenons ceux qui ont déjà donné l'exemple de quelqu'un qui s'arrête de manger. Imaginez que quelqu'un bien portant, qui n'a aucun problème de santé,
et qui s'arrête de manger, il finit par mourir. Oui, c'est Marie-Louise qui a dit ça. Si une personne fait grève de la faim, s'il vous plaît, il y a un micro qui est ouvert maladroitement et qui fait écho. Ah, c'est bon maintenant. Je dis un peu, c'est Marie-Louise. Elle dit, si une personne fait grève de la faim, elle meurt au bout de quelque temps. C'est vrai. Même s'il est bien portant, il meurt au bout de quelque temps. Maintenant, il y a riche aussi. Pas finie. Oui, il y a riche aussi qui dit, lorsqu'on cesse de manger, on tombe malade. Il y a Bawila Modeste qui dit 95% de l'oxygène provient de ce que nous mangeons et 5% de l'air que nous... S'il vous plaît, les réponses là, concentrez-vous. Démontrez que nous tombons malades parce qu'on mange mal. C'est ce que j'ai demandé. Ok. Je crois que Marie-Louise a donné la bonne réponse. Marie-Louise est sur la bonne voie, mais elle n'a pas fini sa pensée. Ok, d'accord. On me dit que mon son est très faible. Je ne sais pas. Ok. Et il y a Benjamin. Nous vous recevons très bien. Nous vous recevons 5 sur 5. Votre son nous parle bien. Il y a Benjamin Kaboué qui a envoyé une réponse. Lui, il dit, on peut consommer par exemple 1000 mangues, mais notre organisme ne nous envoie aucun signe de détresse. Mais plutôt on se sent bien et c'est la même, le sommet est doux. Suivez la démonstration. J'ai dit que Marie-Louise a commencé correctement, mais n'a pas été au bout, parce que ce que je demandais, c'est comme si elle n'a pas écouté la question. Elle a démontré parce qu'elle a dit que sans manger, on meurt. Ça veut dire que c'est la nourriture qui nous entretient en vie. Mais je demandais à prouver que c'est la nourriture, c'est parce qu'on mange mal qu'on tombe malade. Alors, comment est-ce qu'on peut le prouver facilement? On mange bien, mais on tombe malade. Non. Donc, expliquez-moi encore. C'est parce qu'on mange mal qu'on tombe malade. De prouver que parce qu'on mange mal, on tombe malade. C'est ça, docteur? C'est parce qu'on mange mal qu'on tombe malade. Alors, il faut nous prouver quand vous ne répétez pas bien, ça dit les gens, on n'a pas été éduqués pour écouter correctement. Si on n'écoute pas correctement, on ne peut pas répondre correctement. Mais je pense, tout le monde est d'accord que lorsque vous êtes bien portant, vous n'avez aucun problème de santé et vous faites une grève de faim, vous vous arrêtez de vous alimenter, au bout de quelque temps, vous allez mourir. C'est clair. Maintenant, normalement, cela veut dire que lorsque vous mangez et que vous mangez ce que vous devez manger, vous allez vivre longtemps. Longtemps, c'est-à-dire l'espérance de vie qui vous est accordée. Et vous savez que nous devons manger l'oxygène. Manger l'oxygène, vous savez que c'est manger fruits et légumes. Parce que c'est les seules choses qui produisent l'oxygène que nous respirons, c'est-à-dire les végétaux. C'est les seules choses qui produisent l'oxygène que nous respirons et l'oxygène que nous devons manger, mais qu'on appelle vitamines, micronutriments, et je ne sais quoi. On a donné de gros noms à ces choses, mais qui ne sont en fait que de l'oxygène. Les vitamines, le calcium, le magnésium ne sont que de l'oxygène. Je n'ai pas voulu fatiguer les gens en faisant la démonstration quantique, c'est-à-dire la démonstration des mutations à basse énergie pour vous montrer que tout cela n'est qu'oxygène. Mais ceux qui sont au Sénégal, je leur ai expliqué ça plusieurs fois. Donc, on ne devait que manger de l'oxygène. Et manger de l'oxygène, c'est manger des fruits et des légumes, c'est-à-dire des végétaux, en gros. Mais vous voyez,
lorsque vous mangez autre chose que les végétaux, ces choses iront prendre le peu d'oxygène qu'il y a sur vous. Donc, quand ils prennent le peu d'oxygène qu'il y a sur vous, ça veut dire que vos cellules, les habitants de votre corps, qu'on appelle les cellules, et les organes qui sont des villes ou des pays, je ne sais pas, ceux-là vont manquer d'oxygène et vont se mettre à souffrir. Certains vont se révolter. La révolte ou la rébellion, ça s'appelle le cancer. D'autres vont supporter la souffrance et seront très appauvris, qui vont entraîner des maladies. Mais c'est parce qu'on mange des choses qui, au lieu de nous apporter de l'oxygène sur nous, vont dans notre corps pour prendre de l'oxygène, que nos cellules souffrent. Et quand nos cellules souffrent, c'est ce qu'on appelle les maladies. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on nous cite, maladie, ne viennent que du fait que soit le sang circule mal pour apporter l'oxygène, soit on apporte peu d'oxygène pour que le sang le transporte correctement. Et ça, un thème que nous connaissons tous ici sur cette plateforme, on appelle ça acidose. Et la première il n'y a que deux malaisances. La première malaisance, c'est l'acidose. L'autre malaisance, c'est ce qui fait que le sang circule mal. Et la seule chose qui pourrait faire que le sang circule mal, que le sang soit visqueux, c'est la coagulation. Donc, il n'y a que deux malaisances là. Mais maintenant, voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est qu'on grandisse et qu'on vieillisse malgré les deux malaisances là. C'est grandir et vieillir malgré les deux malaisances. Si nous mangeons mal, parce que nos habitudes alimentaires nous amènent à manger des choses qui prennent de l'oxygène sur nous, nous avons le devoir de changer nos habitudes. Et vous savez que les habitudes sont une seconde nature. C'est très difficile. Alors, il faut trouver une autre solution pour que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, l'oxygène qu'on devait avoir au niveau des cellules soit garanti et que cet oxygène soit transporté correctement. Je vous fais une petite parenthèse pour que vous le compreniez clairement. Nous disons qu'il faut que le sang circule. Il faut des anticoagulants, oui. Mais vous devez savoir aussi simplement que votre sang a beau circuler correctement avant. Vous n'avez aucun problème. Quand vous étouffe, le sang s'arrête de circuler. Ça veut dire que le manque d'oxygène même est cause de coagulation. Je reprends cette partie. Vous prenez quelqu'un de bien portant. Avant d'aller plus loin, vous comprenez que nous vivons parce que le sang circule. C'est-à-dire l'essence de la vie, c'est la circulation sanguine. On meurt parce que le sang s'arrête de circuler. Vous prenez quelqu'un de bien portant qui n'a aucun problème de santé, jeune, à la fleur de l'âge. Quand vous l'étouffez, il meurt. S'il meurt, c'est que son sang s'arrête de circuler. Si le sang s'arrête de circuler, c'est que l'oxygène même, par manque, est source de coagulation. Je reprends cette partie. Quelle que soit la personne, quel que soit l'animal que vous prenez, bien portant, si vous l'étouffez, il meurt. Pas parce qu'il est malade, non, parce que l'oxygène ayant diminué à un certain point, coagule le sang et tue la personne. Le sang coagulé, la personne est morte. Mais il n'avait aucune maladie. Il n'avait aucune maladie. Donc vous devez comprendre que l'oxygène par manque coagule le sang. Et avec
tout ce qui peut voler l'oxygène coagule le sang. Ça, je crois que vous comprenez ça aussi. Tout ce qui peut vous détourner l'oxygène coagule le sang, puisque ça baisse l'oxygène disponible. Ça coagule le sang. Vous voyez? Mais quand vous mangez mal, ça veut dire que vous apportez des choses qui vont voler l'oxygène qui est disponible sur vous. Ça veut dire que votre sang ne se coagule que parce que vous mangez mal. Ça, c'est une petite parenthèse, parce que ceux qui sont drépanocytaires, eux, naturellement, leur sang se coagule par l'agglutination globulaire. Eux, c'est parce que c'est génétique, et c'est une infime partie, c'est génétique, ça se passe ainsi. Mais les autres, vous comprenez que l'indisponibilité de l'oxygène est cause de coagulation et d'arrêt de la circulation. Que ce soit le fœtus, que ce soit le nouveau-né, que ce soit l'enfant, l'adolescent, le jeune, l'adulte, le vieillard, ce problème-là ne change pas. Cela suppose que sans oxygène, aucune vie n'est possible. Et par manque d'oxygène, le sang s'arrête de circuler. L'alimentation doit nous apporter de l'oxygène. Mais quand l'alimentation vient à diminuer notre oxygène, le sang va aller en se coagulant. Donc, j'avais déjà partagé ça ici, mais je le redis d'une autre manière. Il n'y a aucune maladie sans coagulation. Vous comprenez très bien que pour qu'il y ait une maladie, il faut que le sang diminue, soit en circulation ou en quantité. Il n'y a aucune maladie. Les urgences, vous avez compris, il n'y a que ça. Maintenant, les autres maladies dites chroniques traînantes ne sont possibles que parce que le sang diminue petit à petit. Soit ça diminue globalement, soit ça diminue localement. Ça peut diminuer dans un organe ou dans l'autre, ou globalement. Et c'est ça qui explique les maladies que nous avons. Maintenant, nos habitudes alimentaires, les goûts imposés avec les aliments mondialisés, universalisés, sont des choses qui nous volent notre oxygène. Mais nous devons vivre parce que quelque part, on vient dans la vie pour accomplir une mission. Et nous devons survivre à tout ça. Je vous dis, déjà le fœtus, l'embryon, le fœtus, il n'y a que ça. Les malformations, les problèmes de grossesse, les problèmes de néonatologie, c'est-à-dire de naissance, tout le reste, il n'y a que ces deux-là. Et dans toute notre vie, il n'y a que ça. Le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous devons, quoi qu'il arrive, grandir comme ça. Grandir et vieillir, malgré ça. La salle s'endort un peu, mais je vais vous réveiller. On dit merci à AIM, parce que AIM, aujourd'hui, AIM, c'est la vie. C'est la vente de la vie. Je répète, AIM, c'est la vie et c'est la vente de la vie. C'est la promotion de la vie. C'est le partage de la vie. Quelqu'un est hypertendu. Il a perdu ses parents. Et un jour, il est malade. Il va voir son médecin. Et le médecin lui dit, vous souffrez d'hypertension. Dans votre famille, c'est héréditaire. Donc, vous devez prendre des médicaments anti-hypertenseurs à vie. Quel est votre avis? Eh bien, la salle, la question. Quelqu'un est malade.
il va voir son médecin. Il a déjà perdu ses parents. Il va voir son médecin. Et le médecin constate que sa tension s'élève. Et on lui dit, ses parents sont morts d'hypertension. C'est ce que le jeune homme même croit. Et on lui dit que l'hypertension dont il souffre est une maladie héréditaire chez lui, dans sa famille. Quel est votre avis? C'est un faux problème. La salle répondait très vite. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir. Il y a déjà Vifa qui dit c'est parce qu'ils ont le même régime alimentaire, tout simplement. Et il y a Benjamin Caroué qui dit c'est un gros mensonge. Bravo, bravo. Personne a les mêmes problèmes que ses parents parce qu'ils ont les mêmes habitudes alimentaires. Si elle mange autrement, elle guérit. Il y a Fabrice qui dit c'est pas logique. Il y a Maekele qui dit le médecin ment. Il y a Pézin qui dit l'hypertension se traite, c'est pas à vie, ça se guérit. Vous voyez, c'est ça le problème. Je suis scientifique. Oh, le Covid nous a fait voir. On a vu des je suis scientifique, hein, on en a vu. Même des ânes qui se prennent pour des chevaux. On en a vu. Vous voyez, ça se dit tous les jours. On dit, ah, mais dans votre famille, c'est héréditaire. Oui, le diabète est héréditaire dans notre famille. Oui, le diabète est héréditaire, l'hypertension est héréditaire. Et donc, vous, là, c'est à vie. D'ailleurs, c'est ça qui va vous tuer aussi. Vous voyez comment le mensonge est bien habillé, hein, avec des stétos au cou, dans notre sarrau, c'est-à-dire la petite blouse blanche. Hein? Des fois, ces âneries sont dites par des supposés professeurs. Ils ont le titre académique, hein? Mais vous voyez, c'est comme quelqu'un qui offre des tricycles pour évacuer des urgences. Ça dit, c'est des corbillards qu'il offre. Mais lui, il dit que c'est pour sauver des vies. Et ça, c'est des politiciens ou des politicards. Et puis, ils sont tout contents, très heureux d'offrir ce soi-disant joyau à la population. Vous voyez, c'est-à-dire que l'ignorance tue. Et les diplômes ne nous éloignent pas des âneries. Les diplômes ne veulent rien dire absolument. Le médecin qui dit ça, il n'a fait que répéter fidèlement ce qu'on lui a appris. Oui. Ce que ces maîtres font. Quelque part, il est de très bonne foi. Il est de très très bonne foi. Mais il a dit une ânerie. Est-ce que l'hypertension est une maladie, est un problème? Répondez-moi, ici, dans cette salle. Ce n'est pas un problème. L'hypertension... Eh bien, la salle vous répond, est-ce que l'hypertension, c'est un problème? Il y a Mme Diré qui dit, je ne suis pas dans le corps de la santé. Je voudrais pourquoi l'hypertension ne peut pas être héréditaire. Pardon? Répétez-moi cette question. Oui, c'est ça, je vais reprendre sa question. Je ne suis pas dans le corps de la santé. Je voudrais savoir pourquoi l'hypertension ne peut pas être héréditaire. Attendez, docteur. Oui. Il y a Ange Akbobo du côté du Bénin qui a dit ceci. Le docteur doit reprendre sa formation sur la santé. Et maintenant, madame qui est en train de poser la question, là. Donc, on est obligé de revenir vraiment sur la formation encore proprement dite. S'il vous plaît, c'est la première fois qu'elle rentre dans cette salle qu'il a invité. Il me semble. Donc, pourquoi ne perdre pas le temps aux autres, hein, qu'il revoie la personne? Je suis sûr que la personne qu'il a invitée pourra lui expliquer. L'hypertension n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème de santé. Je le reprends. L'hypertension n'est pas un problème de santé.
Ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais créé des problèmes de santé. Ça n'a jamais tué quelqu'un. On vous ment. Je suis médecin, je l'ai appris, je l'ai récité. J'ai prescrit et je prescris en cas de nécessité des antihypertenseurs. Mais je vous dis, et je le répète, l'hypertension n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été un problème. Jamais. On vous ment. Elle dit très bien qu'elle n'est pas de la santé. Pourquoi ça ne peut pas être héréditaire? Ce qui est bien et héréditaire, on n'en parle pas. C'est ce qui est mauvais qui est héréditaire dont on parle. Mais maintenant, l'hypertension n'est même pas un problème. C'est une solution. C'est pas parce qu'on vous dit que c'est un problème que c'est forcément un problème. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit sur le Covid? Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit sur le Covid? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le Covid n'est que la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et vous devez changer. Tout était comme ça depuis longtemps. Et l'hypertension, je le répète, l'hypertension n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais tué quelqu'un. Ça n'a jamais entraîné des complications. L'hypertension n'a jamais donné des AVC. Ça n'a jamais causé des AVC. Je le dis, je défie quiconque, scientifique, professeur, prix Nobel et autres, qui puissent devant écran me prouver le contraire. Je serai avec joie que je vais faire ce débat. Toute science confondue. Je ne suis pas très intelligent, mais ça là, je vous le dis, l'hypertension n'a jamais donné d'AVC, l'hypertension n'a jamais donné d'arrêt cardiaque, l'hypertension n'a jamais donné une insuffisance rénale. C'est des mensonges pour créer la peur et exploiter la peur. Je suis clair et net sur ça. Vous savez, on ne suspecte pas le supposé scientifique. Tous les diplômés des écoles de sciences ne sont pas des scientifiques. Il y a des gens qui ont fait des écoles littéraires qui sont plus scientifiques que des gens qui ont eu des diplômes d'école de sciences. Tous les diplômés d'école de sciences ne sont pas des scientifiques. Moi, j'ai vu des ânes, médecins. J'ai vu des gens, excusez-moi, je ne minimise pas les séries littéraires, mais si la médecine est une science vraie, ceux qui ont fait séries littéraires, comment ils sont devenus médecins? Comment? Expliquez-moi. Expliquez-moi. Comment ils sont devenus médecins? Expliquez-moi ça. Docteur, moi je vais vous donner mon retour. Il y en a au Togo, ici, je ne sais pas s'il y en a, mais au Togo, je sais. Oui, je connais docteur. des gens avec un bac A qui sont médecins. Mais attention, le professeur Raoul a eu un bac littéraire. Hein. Le professeur Raoul, un haut scientifique, mais il a eu un bac littéraire. Ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on a un bac littéraire qu'on ne peut pas faire science. Mais on a vu des ânes comme certains, je ne vais pas citer les noms, pour qu'on me poursuive, qui se sont réclamés scientifiques, je suis scientifique, des ânes, et on a vu leur science qu'ils ont fait avec le Covid et tout ce qu'ils nous ont fait. Je vous dis, je le répète. L'hypertension n'a jamais été un problème, ni hier, ni aujourd'hui, ni demain. Vous savez, nous sommes à la fin des temps. Je suis quanticien, vous le savez, et à la fin des cycles quantiques, le passé, le présent et le futur se confondent. Donc, on ne peut plus vous mentir. C'est quand les trois sont séparés qu'on vous ment et vous allez découvrir après. Aujourd'hui, là, quand on te ment, tu découvres en même temps. Tous les mensonges d'hier, on les découvre aujourd'hui. Mais ce que je vous dis là, moi je le sais il y a une vingtaine d'années. Mais c'est difficile parce que vous n'avez pas idée de la corruption, de la diabolisation du corps scientifique. Parce que le diable, c'est ce qui corrompt, c'est ce qui est corrompu. C'est ça, le diable, en vrai, c'est ce qui corrompt, c'est ce qui peut corrompre, c'est ce qui est corrompu.
Vous ne pouvez pas imaginer hein, la diabolisation, le diabolique de ce milieu-là. Et vous ne les soupçonnez pas. Mais je le redis, ce n'est pas héréditaire, encore que ce n'est pas un problème. Une fois que ce n'est pas un problème, l'hérédité, on s'en fout. Mais ce n'est pas parce que le papa, les grands-papas ont eu et sont morts de ça que en l'ayant, c'est par le sang, par l'hérédité que je l'ai. Et ça, c'est totalement faux. Mais, en parenthèse, la personne qui a dit pourquoi ça ne peut pas être héréditaire, je lui dis, héréditaire, ça veut dire que c'est génétique. Héréditaire, ça veut dire que c'est génétique. C'est dans ton ADN. C'est ce que ça veut dire. Mais je vous le dis, l'hypertension n'est d'ailleurs pas encore un problème. Même si on ment pour faire des milliards par jour. Et c'est parce qu'on fait des milliards par jour avec qu'on continue à mentir aux gens. Je le dis honnêtement et je défie quiconque. Je suis scientifique. Je répète ce mot-là qui fait honte. Je suis un scientifique. Mais oui, je suis un scientifique. Et je défie quiconque pouvant me prouver le contraire de ce que je dis. Et devant caméra, à Mondovision s'ils veulent, quel que soit, qu'il soit prix Nobel ou pas, quelle que soit la personne, qu'on me le démontre. Et ça, c'est clair. L'hypertension n'a jamais été un problème, comme je vous le dis, ça n'a jamais créé de problème à quelqu'un. Mais ce qui crée l'hypertension, qui n'est qu'un signe, on vient de le dire, c'est les malaisances, les caillots. Et les caillots qui entraînent une baisse d'oxygénation. Ceux qui me suivent déjà pour l'hypertension, certains qui sont les premiers venus aujourd'hui, qui sont arrivés aujourd'hui, seront étonnés, mais j'ai pu montrer avec formule à l'appui à ceux qui me suivent sur cette chaîne, j'ai pu montrer avec formule à l'appui que on nous ment. Donc, l'hypertension n'est pas un problème. Donc, étant donné que c'est une bonne solution, on ne peut que dire Alhamdoulilah, parce que si une bonne solution est héréditaire, c'est bien. Et c'est normal, parce que c'est une grâce. Mais qu'on pense que ce soit un problème, et c'est héréditaire, c'est faux. L'hypertension n'a jamais été un problème. Et vous allez voir, ce qui est marrant, vous voyez des cardiologues avec des problèmes de cœur et qui souffrent d'hypertension et qui rampent tout le temps pour aller réciter les cours vieillis au carbone 14. Malheureusement, au moment où je vous parle là, il y aura encore d'autres qui vont sortir spécialistes de cardiologie aujourd'hui. Vraiment. Malheureusement. Mais quand je dis, ce n'est pas seulement la cardiologie. Le diabétologue diabétique, il y en a plein à le mettre. Hein. J'en connais. Et ici aussi. Diabétologue diabétique. Vous trouvez, ça c'est très bien. Hein? Vraiment, diabétologue diabétique. Le rhumatologue avec des arthroses. Et vous voyez, le neurologue avec des enfants épileptiques ou lui-même faisant des crises d'absence tout le temps. Hein? Non, ça dit, vous ne voyez pas que c'est une escroquerie. Comment toi-même tu souffres d'une maladie et tu te dis spécialiste de ça, professeur de ça, et tu alignes des gens sur tes bancs qui viennent chercher ce que tu n'as pas. Et ça ne vous choque pas? Bien. J'ai donné cet exemple-là pour vous dire que la parole du médecin n'est pas parole d'évangile. Comme d'ailleurs, ce que je vous dis ici ne peut pas être parole d'évangile. Seulement, ce que moi je sais, c'est que lorsque les faits que l'on rencontre ne s'accordent pas avec une théorie régnante, on accepte les faits, on oublie la théorie.
Mais si on continue à répéter cette théorie, c'est pour asservir les gens. C'est pas pour les servir. Et ça, c'est ce qu'on appelle en droit un dol. On vous ment en vous faisant croire qu'on travaille dans votre intérêt alors qu'on exploite votre ignorance. On appelle ça en droit un dol. D-O-L. Vous le savez, toutes les maladies traînantes, chroniques, dégénératives ne sont que des maladies qui sont liées à une diminution progressive de l'oxygénation qui peut être accompagnée, qui est souvent accompagnée ou bien qui est presque permanemment accompagnée d'une diminution progressive de quoi? De la circulation sanguine. Les deux maladies, les deux problèmes chroniques qu'on a, c'est diminution de l'oxygénation qui s'accompagne, comme un couple, d'une diminution progressive de la circulation sanguine. Je vous ai dit tout à l'heure, au début, que si vous n'avez aucun problème, on vous étouffe, votre sang se coagule, vous êtes mort. Ce qui veut dire que si votre sang diminue petit à petit, ça veut dire que la viscosité augmente. Ça veut dire que la coagulation augmente. Et l'oxygénation et la coagulation sont, comment l'appelle-t-on, inversées. Quand l'oxygène diminue, la coagulation augmente. Quand l'oxygène diminue, la coagulation augmente. Donc, si l'oxygène est à zéro, la coagulation est au top. Ça veut dire que le sang ne circule plus. Donc, l'évolution du début de la diminution de l'oxygénation, donc du début de la coagulation, est presque croisée. Et c'est ça qui signe tout ce qu'on vous raffole. Tout ce dont nous raffolons comme maladie, qu'on enseigne, avec des traitements variés, qui ne sont qu'en fait que ces deux choses-là, qui devaient être réglées par les végétaux, donc par les plantes. Ce n'est pas par la chimie, c'est par les plantes que ça devait être fait. Et les plantes, quand j'en parle, les plantes comestibles. Les plantes comestibles, c'est-à-dire qu'on peut manger. Et ce que Dieu nous a offert à tous les animaux presque, c'est les fruits et les légumes. Et vous savez que ces fruits et légumes doivent être consommés frais ou à la vapeur. Quand je dis frais, je ne dis pas congelé. Non, frais. Quand je dis frais, je ne dis pas mis au frigo. Non. C'est-à-dire cueillis naturellement. C'est ça qu'on appelle cueillis fraîchement. Et c'est pour ça d'ailleurs que les fruits de saison, les légumes de saison, c'est ce que les gens doivent consommer. Parce que les fruits de saison sont les meilleures concentrations d'oxygène possibles dans la période. Et chaque terroir, chaque milieu, chaque coin a sa variabilité, a sa variation en oxygène et autres, donc offre les fruits et légumes qui compensent la vie là, dans ce milieu. Ceci dit comme ça, on doit pouvoir bien grandir et on doit pouvoir vieillir bien. Pourquoi? Parce que nous avons à disposition aujourd'hui tous les fruits et légumes possibles au monde. Tous les fruits et légumes possibles au monde, nous l'avons apporté, maintenant partout, grâce à AIM.
qui nous offre des fruits et des légumes concentrés, condensés, que la femme enceinte déjà peut prendre. Que l'enfant qui naît peut continuer à prendre en tétant, c'est-à-dire en s'allaitant. En s'allaitant, pas le lait fabriqué, pas le lait de vache, mais le lait maternel, leur lait maternel. La maman continue à prendre les produits aériens et l'enfant le prend par le lait jusqu'à ce que son foie, son pancréas, son corps puisse manger ses fruits et légumes. Mais entre-temps, AIM propose ces fruits et légumes en bonbons parce que les enfants n'ayant pas encore de dents et un certain nombre de choses pour manger, broyer et assimiler ces choses, on présente ces fruits et légumes en bonbons, ce qu'on appelle chez AIM Kidi 24. Donc l'enfant, quoi qu'il en soit, il a tout, quel que soit l'aliment que la maman, les parents lui présentent. L'enfant a tout pour grandir normalement, pour éviter des retards de croissance et tout le reste. En vous racontant ça, j'ai une pensée pour les enfants qui souffrent dans les services de pédiatrie aujourd'hui, où on met en branle plein de choses à leur donner, alors qu'il suffisait de nourrir bien leur maman et de leur donner ce qu'il faut correctement pour que ces enfants guérissent. Et il y en a plein dans nos hôpitaux. Parce que les parents ne savent pas manger, c'est pas aux enfants, ils ne peuvent pas apprendre aux enfants à bien manger quand eux-mêmes ils ne savent pas manger. Ça fait rire, hein? La maman ne savant pas bien manger, comment la maman peut apprendre à son enfant comment bien manger? C'est comme le diabétique qui mange du pain tout le temps et qui dit à son patient, le diabétologue qui mange du pain tout le temps, qui est diabétique, et qui dit à son patient, mais oh, non, tu peux tout manger, hein? Il y a l'insuline. C'est normal. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Mais le mal, c'est que tu empoisonnes l'autre, peut-être inconsciemment, peut-être de bonne foi, parce que tu crois que tu as appris la vérité. Or, tu as renoncé à réfléchir parce que tu observes. Et tu réfléchis parce que tu récites. Alors que tu dois réfléchir parce que tu observes. Mais tu as renoncé à ça. Peu importe ton niveau, ton grade académique, quand tu dis au patient de manger du pain, de prendre du lait et de prendre son insuline et autres, le taux de sucre qui monte n'est pas son problème. D'ailleurs, toi, le diabétologue, professeur, tu ne le sais pas. La preuve, c'est que toi-même, tu en manges. Les mamans, c'est pareil. Les mamans, ils n'ont aucun autre moyen. Parce que c'est ce qu'on leur a appris, c'est le goût qu'on leur a appris. Le goût est presque devenu culturel, mais quand on dit culturel aujourd'hui, c'est culturel modifié, colonisé. C'est le goût culturel colonisé. Et ces enfants payent pour des erreurs de leurs parents. Heureusement, pour eux, il y a le Kidi 24 qui est bien fait, réfléchi. Mieux, quand ils grandissent en âge, on peut leur donner aussi du complete. Parce que les enfants mangeant mal vont mal grandir. Leur sang va se coaguler, leur croissance va s'arrêter plus tôt, ainsi de suite. Mais malgré la mauvaise alimentation et tout,
on a une chance formidable aujourd'hui avec les produits AIM. Et les produits AIM, il ne faut plus attendre que quelqu'un soit malade d'abord pour lui en proposer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on les appelle des compléments alimentaires. Et je vais dire, plus des compléments alimentaires indispensables. Il faut ajouter indispensable, même pour celui qui apparemment est bien portant. Il va falloir que quiconque a déjà l'histoire de sa famille, où des parents sont morts autour de 80 ans maximum, qu'ils soient bien portants ou malades déjà, ils ne doivent plus attendre. Ils doivent prendre des compléments alimentaires indispensables. Et c'est ça qui leur permettra de grandir et de conjurer cette malédiction presque qui est qu'on leur enseigne les mauvaises choses. On leur enseigne effectivement les mauvaises choses, les mauvaises habitudes, et malheureusement, ces mauvaises habitudes aussi se retrouvent avec le médecin. Il dit non, tu peux tout manger. Tu peux tout manger. Il suffit de faire ton insuline, tu peux tout manger. Mais grandir, vaille que vaille, quoi qu'il arrive, se donner la chance de ne pas mourir enfant, de ne pas mourir jeune, c'est compléter l'alimentation. Pour ceux qui vivent dans les villages où il y a les fruits et les légumes naturellement, non mais il suffit de demander, vous allez voir que les gens, ils vivent longtemps, sauf leurs enfants qui ont été en ville, qui mangent les boîtes de conserve, dans les boîtes de conserve. C'est eux qui meurent plus tôt. Et ces vieux qu'on traite d'incultes enterrent leurs enfants. Ce qu'on doit maintenant éviter. Maintenant, si on grandit et qu'on se dit, mais tiens, à 40 ans, à 50 ans, c'est bon pour moi, oh, déjà, d'autres meurent avant, donc je peux me permettre un certain nombre de choses, c'est une erreur. Parce que je vous le dis, je le répète, vous n'êtes pas encore jeune quand vous n'avez pas 70 ans. Un jour, on va en reparler sur les âges et autres, on va en reparler. Ça veut dire que je vous dis que vous n'êtes pas jeune. Si vous n'avez pas 70 ans, vous devez imaginer combien d'années l'on doit vivre pour que je dise ça. Et je le dis honnêtement. Vous n'êtes pas jeune quand vous n'avez pas 70 ans. Donc, ce n'est pas à 40, 45 ans que vous devez vous dire, je peux tout me permettre. Non. Mais nous vivons cette situation et nous devons l'accepter ainsi. Ce qui doit se faire, c'est que il va falloir que nous essayions d'amener les gens à comprendre qu'on mange mal et que tous les aliments qu'on nous sert sont faits, programmés pour écourter notre vie. Je disais aux gens avant d'aller acheter de l'huile d'olive et de consommer de l'huile d'olive et autres. Et un jour, un ami, professeur, est parti quelque part, il a trouvé des huiles d'olive et puis il me les a achetées aussi. Il était tout content de venir m'offrir l'huile d'olive. Il arrive, il m'offre l'huile d'olive et je regarde l'huile. Ça lui a coûté vraiment cher, hein, de presque le 75 centilitres devait lui coûter
autour de 10 000 en ce temps-là. Et lui, il a fait ce sacrifice-là pour venir m'en offrir. Il vient, je lui dis, non, mais je suis heureux pour le sacrifice que vous m'avez fait, mais ce que vous avez là, c'est dangereux pour vous parce que c'est des huiles mortes. Il était tout étonné. C'est des huiles mortes. Mais vous savez, ce que je vous dis là, c'est un grand frère respectable et tout. Et de surcroît, est dans une faculté d'agronomie. Malheureusement, la distinction de l'huile vivante et de l'huile morte, il ne le savait pas. Il n'avait aucune intention de nuire, mais parce que il ne savait pas. Vous voyez la gravité? Une huile vivante est une huile que dès que tu l'exposes à l'air ou à la lumière, ça rancit, ça se gâte. Mais une huile morte est une huile que tu peux garder des années, des dizaines d'années, et c'est toujours intact. Les huiles d'olive qu'on trouve dans des plastiques transparents, qu'on trouve dans des bouteilles, qu'on peut utiliser comme des verres à lunettes, on voit de travers, ces huiles-là sont des huiles mortes, c'est des huiles d'olive mortes, qui, en entrant sur vous, vont encore voler votre oxygène. Et les gens achètent ça et disent, mais tiens, moi je ne mange que l'huile d'olive, je ne mange que... Mais c'est des huiles mortes. On ne peut pas sauver une vie avec des huiles mortes. Des aliments morts. Il va falloir changer totalement ça. Le pire, c'est que quand on a déjà, à partir de 45, 50, 60 ans, c'est à partir de ce moment d'ailleurs qu'il faut faire très attention parce que vous avez eu la chance que la nature a conjuré vos égards, vos égarements, pour vous amener à l'âge où vous devez prendre conscience que vous mangez mal et que vos problèmes de santé sont liés à votre nourriture. Mais ce que je vous dis là, il n'y a aucune faculté à l'université où c'est enseigné que c'est la nourriture qui rend les gens malades. Puisque la nourriture aujourd'hui, c'est avec nos facultés d'agronomie et autres, c'est des engrais. Pesticides, fertilisants, herbicides. Intrants et autres. C'est tout ça qu'on appelle les intrants agricoles. J'en connais un peu parce que des gens sont devenus des millionnaires ou des milliardaires en vendant ces poisons-là. Je connais des agronomes qui ont eu leur diplôme et qui ont choisi, au lieu d'aller cultiver, vendre des tomates en boîte. Ils sont devenus des millionnaires, je n'ai rien à leur en vouloir parce que c'est légal. Mais ce n'est pas parce que c'est légal que c'est bon. Comme par exemple ce que nous faisons médicalement. Donc, à partir de 50-60 ans, on doit corser forcément la complémentation, la supplémentation alimentaire parce que les habitudes surannées ont commencé par nous faire payer leur prix. Je vais le citer, même si je vous dis que ce n'est pas une maladie, puisque dans l'inconscient collectif, c'est une maladie, je le cite, mais j'insiste aussi que c'est faux, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. L'hypertension, qui est un signe de difficulté de circulation. L'hypertension est un signe de difficulté de circulation où le cœur est obligé de forcer le sang pour passer.
On va vous parler du diabète. On va vous parler des arthroses et les autres maladies dégénératives, c'est-à-dire chroniques et dégénératives. Mais vous comprenez que toutes ces maladies ne viennent que de deux choses, une diminution progressive de l'oxygénation, une augmentation constante de façon croisée de la coagulation sanguine, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'oxygène à transporter et le sang s'arrête de circuler. Donc, plus on grandit, plus on doit prendre des compléments alimentaires contrôlés. Mais je vous le dis, hein, ce qui est marrant, c'est que ceux qui sont censés vous protéger la santé ne connaissent rien de la santé. Si je devais, et je suis sûr, je souhaite qu'il y aura des gens parmi vous, il faut vous battre pour que dans les pharmacies, on vende les fruits et les légumes. Hein? Il faut que vous vous battiez pour que désormais, dans les pharmacies, on vende les fruits et les légumes. Je vais vous dire, déjà dans les années 2003, 2004 et autres aux États-Unis, ça avait commencé là. Dans les supermarchés comme Auchan ou autres, c'est-à-dire Walmart aux États-Unis, vous pouvez acheter tous les aliments, mais vous pouvez acheter aussi les médicaments là. C'est-à-dire, les médicaments sont comme des marchandises vulgaires. Et en France, ils ont tenté pour que ça soit pareil, mais ils n'ont pas encore réussi. Mais ça finira par être, parce que les médicaments ne sont que de la marchandise. Or, ce qui doit sauver la vie, véritablement, ne se trouve pas en pharmacie. C'est les fruits et les légumes. Maintenant, si on ne peut pas vendre les fruits et les légumes dans la pharmacie, on va me dire que la pharmacie n'est pas faite pour ça. Il faut qu'au moins on tolère que les compléments alimentaires soient dans les pharmacies. Et ça se voit. Vous tous, vous comprenez maintenant que ça se voit. Vous comprenez que ça se voit, que les compléments alimentaires se vendent. Mais je vous dis, des fois, quand les contrôles de supposée pharmacovigilance tombent dans les pharmacies et ils voient ça, ils créent ils créent des problèmes pour la pharmacienne ou le pharmacien qui a osé faire ça. Mais presque toutes les pharmacies vendent des compléments alimentaires aujourd'hui. Mais puisque ce n'est pas contrôlé, on ne sait pas si ce qu'ils vendent est vraiment bon pour la santé. C'est pour ça que je dis, il va falloir qu'on permette au moins qu'on vende les fruits et les légumes aussi. Les fruits et les légumes concentrés, ça peut être des compléments alimentaires. Bon, s'ils veulent, au lieu de parler de médicaments, ils vont vendre les alicaments aussi. Mais on va aller plus loin pour que le pharmacien vende les fruits et les légumes. Là, le pharmacien vend la santé, vend la vie. Donc, 50-60 ans, on doit changer, manger plus de fruits et de légumes. Et quand on est malade, c'est doser, 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 doser. Et c'est ce qui se passe. Ce qui n'est pas bien pour le bien portant ne peut pas être bien pour quelqu'un qui est malade. Ça veut dire tout simplement que celui qui est malade va prendre plus en quantité comparé à celui qui est bien portant. Mais ils vont consommer la même chose. Mais vous savez, en médecine, on prescrit des médicaments que nous n'avons jamais testés, jamais utilisés. Heureusement, pour le diabétique dont j'ai parlé, lui, il utilise l'insuline, il prescrit l'insuline. Il se pique d'insuline, il prescrit l'insuline. Ça fait rire, mais en fait, je pleure en riant. Parce que tu ne dois pas donner quelque chose à quelqu'un pour sauver sa vie quand tu n'as jamais pris la chose. Et ce qui n'est pas bien pour un bien portant ne peut pas être bien pour quelqu'un qui est malade. Normalement, quand on injecte un produit
d'un malade à quelqu'un de bien portant, il doit le supporter. Vous voyez, mais on n'est pas habitué à raisonner comme ça. Il doit le supporter. Là où je suis, si on m'injecte un anticoagulant, c'est parfait. Normalement, si l'insuline est bon, si on me l'injecte, c'est parfait. Si le glucagon est bon, si on me l'injecte même non malade, c'est parfait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Vous voyez? Et quand le diabétique prescrit l'insuline et l'utilise, c'est presque une malédiction. Même si les gens ne comprennent pas ça, c'est une malédiction. Donc, quand on a 40, 50, 60 ans, on n'est pas encore jeune, on doit être jeune vers 70 ans. Mais pour atteindre ces 70 ans, vous voyez ce qu'on doit faire? On doit s'imposer les fruits et les légumes, complémenter, supplémenter notre alimentation avec les produits. Et on a la chance que les produits AIM sont là, c'est pour ça. Pour les dirigeants AIM, je le rappelle, ces produits ne doivent pas manquer. C'est comme quelqu'un qui crée des services d'urgence sans oxygène. C'est comme quelqu'un qui crée des services d'urgence sans oxygène, sans anticoagulant. Vous voyez que si vous pouvez avoir des bouteilles, de petites bouteilles d'oxygène à la maison avec des lunettes et avoir des anticoagulants à la maison, quelle que soit l'urgence, en dehors du saignement, vous pouvez sauver la personne. Le temps que le professionnel, le spécialiste le prenne en charge. S'il n'est pas un spécialiste assassin, par complicité. Vous voyez? Et c'est comme ça que nous pouvons atteindre l'âge jeune en corsant, en mangeant les alicaments, en mangeant l'oxygène, en prenant des compléments alimentaires, bien sûr contrôlés, pour que nous soyons en très bonne santé. Mais vous voyez, quand vous êtes en très bonne santé, est-ce que vous faites du bien au système de santé, système supposé de santé? Quand vous êtes en bonne santé, est-ce que vous faites du bien au système de santé? Quand vous êtes en bonne santé, est-ce que vous faites du bien au système de santé? Je vous pose la question. Eh bien, si vous êtes en bonne santé, est-ce que vous faites du bien au système de santé? Allez-y, répondez rapidement. Donc, les gens, j'arrive à lire leurs réponses maintenant. Oui, il y a Pascal Mabalo qui dit non, il y a Benjamin Cavoué qui dit en aucun cas, Dior qui dit non, il y a Kanlukite qui dit non aussi, Vifa qui dit non, et Lotier qui dit non. Vous ne faites pas du bien. Vous êtes en bonne santé, vous ne faites pas du bien au système de santé. Le système de santé n'a aucun intérêt que vous alliez bien. On vous donne des maladies, on vous donne de fausses maladies inventées. Donc, c'est à vous de reprendre votre souveraineté, c'est-à-dire votre façon de concevoir les choses, votre façon de comprendre les choses. Et je crois que c'est pour ça que les médecins prêtent serment pour la vie des autres. Ceux qui ont eu la chance d'avoir mon livre, c'est pour ça que j'ai abandonné le serment d'Hippocrate, sur lequel j'ai juré pour publier le serment de Maimonides. Maimonides est un médecin juif qui a fait un test parfait, et je suppose que ce doit être le serment de tout santé-saint ou de tout naturopathe qui est appelé à sauver des vies. Ça se trouve vers la fin du livre. Le serment de Maimonides. C'est un médecin juif très célèbre, mais qui a réécrit le serment autrement. Et ça fait sens.
Parce que le serment d'Hippocrate originel a été traficoté, dépouillé de tout, parce que ça ne sert pas les intérêts. Et le système de santé n'a pas intérêt que vous alliez bien. C'est pourquoi, quand on est déjà tout petit, on nous met des poisons pour qu'on ne soit pas solide. Ces poisons-là, c'est les vaccins. Attention, ce n'est pas les vaccins de nos aïeux. Hein. Nos aïeux font les vaccins par scarification. Et les gens de mon âge savent que les premiers vaccins de l'Occident se faisaient par scarification aussi. Et après, ça a changé. Aujourd'hui, ce ne sont plus des vaccins, c'est des poisons. Parce qu'on n'a pas intérêt que vous soyez bien portant. On n'a pas intérêt que vous soyez bien portant. Donc, vous devez vous-même vous protéger. C'est vous qui allez vous donner la chance d'être en bonne santé. Et ça, ne comptez sur aucun médecin ni un professionnel de santé. Aucun. Parce que vous tombez malade par l'alimentation et vous devez vous guérir par l'alimentation. Mais puisque ça demande une concentration élevée, cette concentration-là ne peut que se trouver par les technologies avancées, et c'est ce que AIM vous offre. Il vous offre de la nourriture nucléaire, de la nourriture concentrée, de la nourriture nanométrique, pour que vous puissiez avaler beaucoup avec peu. Et donc, ceux qui sont de certain âge, quelle que soit la maladie qu'ils ont, ils peuvent en guérir. Je dis, quelle que soit la maladie dont ils souffrent, ils peuvent en guérir. Parce que toutes les maladies se retrouvent dans les deux malaisances. Les deux. Il n'y a pas autre chose. Seulement, ces malaisances peuvent être localisées sur un organe, sur une partie du corps, ou bien dans l'ensemble du corps. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il y aura que certains soient formés. Et je vous le dis, si Dieu me le permet, tous ceux qui guériront des maladies graves, je vais les transformer en spécialistes de ces maladies-là. Tous ceux qui guériront de maladies supposément graves, incurables, c'est ceux-là qui doivent être des spécialistes parce qu'ils n'ont pas récité les cours seulement. Ils ont vécu la chose et ils ont compris la chose. Les mamans qui ont eu des enfants qui ont souffert, qui ont aidé leurs enfants à guérir, seront les meilleurs pédiatres spécialisés. Et ça, vivement, parmi vous, les leaders AIM, on trouvera ces spécialistes-là. Mais avant tout, vous êtes une communauté de consommation de vie. C'est-à-dire, consommer les produits AIM pour votre vie, pour grandir, pour avoir de l'expérience et de la sagesse à transmettre à vos générations. Sinon, vous êtes condamné à ne pas avoir de réincarnation. Vous êtes condamné à ne pas avoir de pérennisation. Et c'est fait à décès parce que lorsque tu n'as plus de descendants, ta maison, si tu ne l'as pas vendue avant de mourir, certains viendront squatter ça, ou bien certains vont se l'approprier avec de faux papiers, témoins, qu'ils l'ont acheté. Et ça, nos pays ne subissent que ça. Ce qui suppose que la colonisation, la néocolonisation, l'acculturation, l'enseignement qui est donné n'est pas fait pour que vous puissiez vous affranchir de la dépendance. Mais la première dépendance, c'est la pensée. Quand tu incrustes des mensonges, des faussetés dans la tête, tu ne raisonnes pas les faussetés. Or, tu ne raisonnes pas ce que tu récites. Tu récites des faussetés sans savoir que c'est des faussetés. Comment tu peux avoir de bons résultats? Tu ne peux pas l'avoir. Il faut abandonner ces choses-là
apprendre maintenant à observer, pas voir la télé, pas écouter la radio, parce qu'il y a trop de mensonges là. Mais il faut apprendre à observer la nature, à suivre les naturistes, à suivre les naturopathes, de vrai, hein, parce qu'il y a des faux aussi, parce que tout est mercantile aujourd'hui. Et tu apprends par l'observation et tu transmets cette observation à des générations. Et quand tu as la chance de vieillir, tu n'as que la chance de transmettre ta sagesse parce que tout ce que tu as n'est pas pour toi. C'est pour la descendance, c'est pour les autres. Si c'était pour toi, tu ne sauras pas communiquer avec. Seulement, le peuple est fait de peuples d'intelligents qu'on a moutonisés. Quand c'est des moutons encore, c'est bien. Parce que le mouton ne mord pas souvent. Mais l'âne mord un peu. J'aimerais qu'ils deviennent des ânes pour mieux réagir parce que nos diplômes ne valent rien du tout. Rien du tout. On s'enorgueillit, on bloque d'autres avec ça. Quand on a un petit poste, c'est fini. C'est pour brimer les autres. La science, c'est toute connaissance naturelle qui se répète et qu'on peut, par compréhension, copier, reproduire, c'est le mot, reproduire dans les mêmes conditions. C'est comme ça qu'on fait science. Ce n'est pas avoir un diplôme de science et réciter des leçons. Malheureusement, on a obligé le peuple à aller vers des diplômés. Le mal, c'est que le bon peuple nourrit l'illusion que les scientifiques sont nécessairement des esprits novateurs, uniquement préoccupés de vérité pure et nantis d'une probité intellectuelle au-dessus de tout soupçon. Malheureusement. Mais les scientifiques sont des êtres humains, ni meilleurs ni pires que les autres, et qui n'ont pas plus que les autres envie de bousculer leur routine et d'abandonner leur confortable habitude de penser. Au premier coup de trompette, lancé par un pionnier comme moi. Mais vous êtes des gens réfléchis et sensés. C'est pour ça, vous devez savoir que la vérité dérange tout le monde, dérange les scientifiques comme tout le monde. Et ils n'hésiteront pas, et ils n'hésitent pas à la remettre dans un puits profond. Si d'aventure, cette vérité contredit les erreurs dans lesquelles ils se sont enferrés, enfermés, barricadés. Ils ont construit des grades, des médailles, des honneurs sur ça, sur des mensonges. Mais parce que vous n'avez pas la vérité, vous n'avez pas... Le truc, c'est parce que vous allez vers... Parce que la seule façon de faire changer les gens, c'est de boycotter. Si vous boycottez ce que quelqu'un vend, il est obligé de chercher ce que vous voulez. Si vous boycottez ce que quelqu'un vend, il est obligé de chercher ce que vous voulez. Le boycott, c'est votre âme. Et puisque vous ne pouvez pas vous organiser pour ça, vous devez individuellement dire non, chez moi, on ne mange pas ça. On ne mange pas ça. On ne doit pas manger ça. Voilà. C'est le minimum de souveraineté que vous devez reprendre. Et ça, vous avez la chance aujourd'hui que si vous n'avez pas fruits et légumes, vous avez AIM qui vous permet, d'avoir les un instant. D'accord.
Un instant. Eh bien, encore de quelques secondes, docteur. Il revient dans quelques secondes. Nous avons quelques deux questions ici. Ce ne sont pas des questions, c'est plutôt des messages envoyés. On va les lire tout de suite pour voir la réaction du docteur. Ouais, bon, on peut commencer même à lire les deux messages avant que le docteur n'arrive. Le premier message, c'est de Dior qui dit: ma pharmacienne m'a appelé pour me dire qu'elle ne me voit plus. Donc, on verra la réaction du docteur par rapport à ce message. Et le deuxième message qui suit, c'est de Madame Tiré. Et elle dit: docteur, je ne suis pas sûr que le corps de la santé va vous aimer. Et ils vont chercher à vous détruire puisque vous illuminez la pensée des gens. Ce que vous dites est purement vrai. Alors, docteur, vous êtes de retour? Je suis de retour. Merci pour le petit temps. Et vous savez, c'est dans leur intérêt aussi parce que les médecins ne meurent pas vieux. Ils meurent jeunes, comme tout le monde. Comme tout le monde. Et ça, c'est honteux. Ce que je dis, c'est dans leur intérêt. Je suis comme eux. Je suis eux. Ils sont mes frères. Ils resteront mes confrères. Mais je ne veux pas qu'ils soient des cons de frères. C'est tout. Je ne suis qu'un pionnier. Je n'ai rien inventé. Mais j'ai fait des découvertes qui me permettent de partager ça terre à terre pour que tout le monde comprenne. C'est tout. C'est dans leur intérêt. Et c'est dans leur intérêt parce que vous voyez un gynécologue qui soigne les gens pour des problèmes de fertilité, qui n'a pas d'enfant. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? C'est-à-dire, à ce niveau de compréhension, tu dois te dire, mais tiens, je dois changer de métier. Regardez la plupart des pharmacies. Les pharmaciens qui l'ont créé sont morts. C'est d'autres qui l'ont acheté. Et eux aussi, ils vont mourir. La pharmacie, peu de médicaments. Et ils meurent dans les médicaments. J'ai vu des collègues, des aînés, responsables de réanimation, mourir comme des moutons. Il n'y a pas 2 ans, j'ai appris encore la mort d'un qui est chargé de la réanimation au centre hospitalier Sylvanus Olympio, qu'on appelle le CHU de Cointretemps. Vous voyez, ce que je dis, c'est dans leur intérêt. Je ne suis pas contre. On a prêté serment pour la santé, mais le système nous éloigne de la santé au point où on n'a même plus la chance de réfléchir. On raisonne dans des foutaises. Je ne suis pas contre, parce que les médecins sont de très bonne foi. Et la médecine est une religion où les gens croient fermement à ce que l'enseignant leur dit. Parce que c'est à ce seul prix que tu obtiendras ton diplôme. On croit fermement et on croit qu'on ne peut pas nous enseigner des bêtises. On croit fermement et on est de très bonne foi. Mais on peut être de bonne foi et avoir tort. Notre seule chance en tant que Noirs, c'est de reposer les problèmes de santé autrement. Ce qu'on nous raconte, ce qu'on nous enseigne, ce n'est pas vrai. Vous avez vu le Covid. Il y a d'autres qui vont sortir aussi. C'est eux on les fabrique, on les amène. Même des choses qui ne sont pas des maladies, on vous fait peur de ça. Regardez,
quand on parle de l'hypertension, je ne sais pas si vous avez conscience du degré d'escroquerie qu'est cette maladie-là. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça. Avec tout ce qui est fait, entretenu, des livres écrits, des gens qui vivent de ça, des médicaments fabriqués, de l'enseignement financé et tout, où on paye des billets d'avion, on fait des maisons, des délégués. Non, les laboratoires, ce qu'il faut. Vous n'en savez rien. Pour un mensonge. Parce que on vous vend de bonnes intentions. Mais je vais vous dire, moi je viens de l'enfer, hein, et je viens de l'enfer, je ne peux qu'aller au paradis. Ce que vous ne savez pas, c'est l'enfer est pavé de bonnes intentions, très bonnes intentions. Mais quand tu suis ces intentions-là, tu iras en enfer. L'enfer est pavé de très, très, très bonnes intentions. Et le chemin qui mène est pavé de très bonnes intentions. Mais n'empêche que c'est l'enfer. Ceux qui vous disent, il faut ci, il faut prier tel nombre de fois, il faut faire ci, il faut faire ça, quand vous voyez leur comportement, vous n'êtes pas étonné? Si on peut, sur le plan religieux, vous manipulez comme ça, vous croyez que c'est pour votre santé qu'on va être gentil avec vous? Non. Non. Et on ne doit pas perdre le temps à quelqu'un pour faire des études, supposément parce qu'il est intelligent, pour devenir comme un âne, pour devenir comme un mouton. C'est pas normal. Ça fait mal qu'on fasse perdre du temps aux gens. Il suffit de prendre quelqu'un, de le mettre dans une loge quelque part, de lui offrir des subsides, il s'habille, il fait des trucs, il a des moyens, il fait un certain nombre de choses et puis c'est fini. Vous croyez que c'est ça la vie? La santé est sacrée. Et en chaque individu, il y a Dieu. Il faut voir Dieu dans chaque individu. Et vous ne pouvez qu'aller vers là. C'est pour ça, ceux qui ont mon livre, ils n'ont qu'à lire vers la fin le serment de Maimonides, que j'ai appelé serment du Saint-Saint. On doit aller vers ça. Primum non nocere. Primum non nocere. Avant tout, ne pas nuire. Son prochain. Avant tout, ne pas nuire. Mais les gens ne savent même pas que en prescrivant des anti-hypertenseurs, on nuit. En urgence, ça peut s'expliquer. Mais quand on te dit c'est à vie, c'est héréditaire, non quand même. Mais ceux qui le disent de très bonne foi. Je le dis. C'est-à-dire, c'est le degré d'ignorance. Le degré d'ignorance. Le degré d'inculture. Le degré de naïveté de ces gens-là, parce que supposément ils sont intelligents, alors qu'ils n'ont que la mémoire, on a exploité leur mémoire pour leur imposer une croyance fausse. Ça, c'est dommage pour nos petits frères qui sont encore en médecine, qui sont en train de faire ça aujourd'hui. C'est bien, mais on espère qu'en leur temps, les choses vont changer. Mais quand on n'a pas changé les enseignants, ce n'est pas l'enseignement qui va changer. Il faut révolutionner l'enseignement. Je vais vous dire, et vous allez voir que ce n'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Il y a des bègues qui sont professeurs. Comment un bègue peut être professeur? Non, dites-moi. Dites-moi. Un professeur, le minimum, c'est l'éloquence. Avec une écriture à pâlir d'envie quiconque. Mais allez voir. Il
n'y a même pas ce minimum-là. Quand on était sur les bancs, on voyait quelques magouilles, ça nous énervait parce qu'on se disait, mais tiens, comment est-ce qu'on peut faire ces trucs-là en médecine et autres? Nous ne savons pas que c'est toute la médecine qui est pourrie. Il y a trop de magouilles. Il y a trop de magouilles. J'ai dit qu'on doit confier des choses aux militaires. Aux militaires, c'est-à-dire médecins militaires et le corps médical militaire. C'est ces choses-là, c'est honnêtement que je le dis, mais même là, il y a des magouilles. Tu vois des gens qui passent des concours d'entrée à l'école de santé des armées et on les remplace par d'autres. J'en connais 1, 2, 3 au moins. Et là, vous voulez que ce corps soit sérieux? Ça veut dire que la santé qu'on vous présente n'est même pas une chose sérieuse. Et ce n'est pas, la médecine n'est pas la santé. Je le dis comme ça. Parce que si on parle de santé ici, c'est parce que on croit à la santé au moins que c'est sérieux. Mais la médecine n'est pas la santé. Mais, la médecine, concernant les urgences, a tous les moyens d'être meilleure. Mais, je l'ai dit tout en tantôt, si vous avez à gérer des urgences et que vous ne disposez même pas d'oxygène, quelle urgence vous gérez? Vous ne savez même pas utiliser les anticoagulants. Quelle urgence vous gérez? Ça veut dire, vous comprenez pourquoi on dit le médecin soigne, Dieu guérit. Puisqu'il ne soigne, c'est-à-dire, il empoisonne et Dieu désempoisonne. C'est lourd ce que je dis. Je le dis, le cœur meurtri, mais c'est la réalité. Donc, du ventre de notre maman, de ce temple d'amour, qu'est ce temple-là, du ventre d'une mère enceinte, jusqu'à la naissance, parce que c'est le paradis sur terre, jusqu'à la naissance, jusqu'à l'adolescence, jusqu'à la vieillesse, on ne peut pas se passer des produits AIM. On ne peut pas se passer de ces produits-là. Donc, vous les leaders, vous les malades, vous qui êtes ici, votre devoir est de servir les produits AIM comme un compagnon de vie de l'enfant, du nouveau-né, de la femme enceinte, de la personne âgée, pour que vous puissiez tirer de la sagesse qui leur reste à vous communiquer. Et ça, on a de la chance d'avoir les produits AIM. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne doit pas avoir des ruptures de ces produits-là. Et puisque les supposées maladies et les vraies maladies sont nos ennemis qui nous attaquent aujourd'hui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que anybody who won't fight us have to be reminded that we have IM products. And we will be running to AIM products to protect our health. Anyhow, anywhere. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que quelle que soit la maladie, quel que soit l'empoisonnement, nous irons vers les produits AIM. N'importe comment, n'importe où. Pour recouvrer notre santé. Et je ne dirai à la fin que let it be, let it be, let it be. Merci beaucoup, docteur.
Merci pour votre développement. Avant d'arriver à la fin, je vais lire deux messages, voir votre réaction par rapport à ces deux messages-là. Le premier message, c'est de Dior qui dit: ma pharmacienne m'a appelé pour me dire qu'elle ne me voit plus. Vous voyez, elle n'est pas pharmacienne. Elle est leader AIM. Elle soigne la pharmacienne. Ce n'est pas humiliant. Ce n'est pas une faiblesse. Hein? C'est que elle, en tant que leader AIM, a la santé que la pharmacienne qui donne dans les médicaments n'a pas. Et elle apporte la santé à la pharmacienne. Vous voyez mon développement? Ça conforte très bien ce que je vous ai dit là. Namaste. Namasté, namasté. Et d'ailleurs, il y a une histoire que l'autre nous a racontée comme celle de Joe. Le président Shérif a un ami ou un camarade qui est devenu pharmacien, et lui, mathématicien. Aujourd'hui, c'est lui qui soigne le pharmacien. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là. Ah oui, oui, exactement la même chose. Il nous a raconté ça. C'est ça, c'est vrai. Il nous a raconté ça. Tu vois? Ouais. Ça veut dire que la santé n'est pas avec la médecine et la pharmacie. La santé se vend au marché. Ouais. La santé se vend au marché. Maintenant, quand on est malade, on va voir quelqu'un qui ne connaît rien à la santé. Et lui-même, il est malade. Et c'est lui qui doit nous donner la santé. Vous comprenez? On lui dit naïvement, oui, le médecin soigne, Dieu guérit. Vous comprenez très bien ça maintenant. Mais allez en visite, on va vous dire, le médecin n'a pas obligation de résultat. Ça rend fou, n'est-ce pas? Réveillez-vous. Il paraît que le micro de docteur est encore coupé. Le micro de docteur est coupé. On n'a plus le son avec docteur. Hein. Alors, Le docteur, son est revenu. C'est revenu. Oui, c'est revenu. Quand le son est coupé, le micro est rouge. Ah, ok, d'accord. Ok, rapidement pour le deuxième message, c'est ça, ça vient de Viré qui dit: docteur, je ne suis pas sûr que le corps de la santé va vous aimer. Ils vont chercher à vous détruire puisque vous illuminez la pensée des gens. Ce que vous dites est purement vrai. Le choix est un choix honnête. C'est un choix honnête. Normalement, c'est eux qui devaient m'adorer pour voir comment mieux faire ces choses-là. C'est eux qui devaient m'adorer. Malheureusement, c'est le contraire parce que je nuis à leur intérêt. Je suis désolé. Mon intention n'est pas de nuire à leur intérêt. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que ce qu'ils font, même eux, dans leur famille, leurs femmes, leurs enfants, eux-mêmes, leurs parents subissent la même chose. Je vous dis, ça ne changera pas par les médecins, ça ne changera pas les politiques. Et je le dis, il faut prendre des lois. Le son est encore coupé. C'est le micro qui passe au rouge. Quand ça passe au rouge. Allô? Et on vous reçoit maintenant, on vous reçoit. Oui. Nous sommes presque arrivés aussi à la fin. Mais... Allez-y, docteur, on vous reçoit. Ouais, on ne vous reçoit pas, docteur. Je vous vois parler, mais le son ne sort pas. On voit docteur parler, mais le son n'y est pas.
semble que nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission du jour. Allô, allô? Et on vous reçoit, docteur. Oui, on vous reçoit maintenant. Oui. Allô, docteur, on vous reçoit. Ah, il y a toujours le même problème. Le micro au niveau des docteurs ne fonctionne plus. Il est en train de voir d'aménager les choses. Sinon, nous sommes presque à la fin. Seulement, bon, on va